explorer la zone, fournir une carte et des données thermiques afin de connaître le nombre de personnes retranchées dans le bâtiment et leur position, ou encore signaler s'il y a des gaz ou d'autres dangers potentiels. Les États du monde entier sont confrontés à une nouvelle réalité, la montée en puissance du terrorisme. Une lutte inégale s'est installée au cœur des nations contre un ennemi déterminé à les déstabiliser. Face à des terroristes prêts à mourir pour frapper les populations civiles et militaires, limiter les pertes humaines est devenu une priorité absolue. Une priorité pour laquelle de nouveaux alliés technologiques pourraient s'avérer indispensables. Les robots. Déporter l'essence de l'homme, détecter la menace sans se faire repérer, alléger les forces d'intervention et les protéger du danger dans des situations extrêmes sont autant de réponses que la robotique peut apporter. Scientifiques, ingénieurs et industriels coopèrent plus que jamais avec les forces armées pour développer des systèmes robotisés au service des États menacés par le terrorisme. Mais jusqu'où la robotisation peut-elle aller pour limiter le nombre de victimes? Déjà, des robots armés sont utilisés dans certains pays. Demain, seront-ils capables de prendre eux-mêmes la décision de tirer? Si aujourd'hui l'armement des robots fait débat, la robotisation et l'automatisation des opérations militaires face au terrorisme pourraient bien être l'un des plus grands enjeux de notre siècle. En septembre 2017, la France, après des années d'hésitation, a annoncé l'armement de ses drones contre les groupes terroristes du Sahel, emboîtant le pas d'autres pays comme le Royaume-Uni, Israël ou les États-Unis. Sur le Mali, les robots aériens permettent de surveiller un territoire aussi grand que la France. Et si un 4x4 avec des djihadistes apparaît au milieu du désert, aujourd'hui, avec un drone armé, le délai de réponse sera minimal, sous réserve que la cible soit validée par les autorités militaires. Les drones aériens sont devenus le symbole de la robotisation des opérations militaires contre le terrorisme. Le passage au XXIe siècle, et notamment après les attentats du 11 septembre 2001, a marqué un véritable tournant pour les États-Unis. Le pays a investi des sommes colossales dans la robotique et dans les systèmes de surveillance. Ces drones de combat, aussi grands qu'un avion, étaient au départ conçus pour survoler des zones de guerre à très haute altitude. Mais après avoir envahi les cieux militaires, ces robots volants pourraient bien devenir des outils de sécurité publique dans nos villes, aujourd'hui touchées par les attentats. Dans une guerre classique, vous avez quand même des règles, donc entre autres les conventions de Genève, qui stipulent que l'ennemi doit être clairement identifié. Là, le terroriste se cache parmi la population. Avec ce terrorisme, on tombe sur des terroristes qui se sacrifient, qui recherchent la mort et qui vont faire le plus de victimes possible. Face à cette nouvelle menace, des engins plus petits, discrets et déployables n'importe où sont des outils de plus en plus plébiscités pour les opérations intérieures. En France, le RAID, cette unité d'élite de la police nationale, intervient dans des situations de crise, comme des prises d'otages ou des attentats. Elle s'est équipée d'un drone qui lui permet d'opérer dans les endroits les plus difficiles d'accès. Nous, les drones,
pour les forces de police, pour les forces d'intervention de sécurité intérieure, ils nous servent non pas à faire l'action, c'est pas des drones armés, ils nous servent à voir, à aider l'action, à préciser. L'idée, c'est de prendre de moins en moins de risques humains. Avant de faire une intervention, on doit savoir ce qui se passe, on doit voir, on doit entendre, on doit faire de la reconnaissance. Eh bien, cette reconnaissance-là, avant, c'est les opérateurs qui allaient de pièce en pièce, qui progressaient, qui prenaient des risques, hein, parce qu'ils ne savaient pas ce qu'il avait au bout, et qui perdaient un temps fou, parce qu'ils étaient obligés d'abord de sécuriser leur parcours, tandis que là, les sécurisations de parcours vont se faire assez rapidement avec ces robots, par les drones intérieurs, par exemple. En situation d'intervention, c'est un technicien du RAID qui télépilote le drone. Le quadricoptère est capable de se faufiler dans les couloirs. Il surmonte les différents obstacles qu'il rencontre dans un bâtiment. Le drone, qui existait au départ, n'avait une capacité que de voler à l'extérieur. Donc il ne couvrait pas le champ d'action du RAID, ou en tout cas de manière très parcellaire. Il a fallu chercher des moyens de faire entrer ces drones dans les bâtiments. Si les drones du RAID sont aujourd'hui pilotés par une personne au sol, il se pourrait que demain ils deviennent des machines bien plus intelligentes, capables d'effectuer des missions de reconnaissance en toute autonomie. Une certaine forme d'autonomie va permettre à l'opérateur de ne pas être concentré sur la machine et de pouvoir se concentrer sur ses missions de militaires traditionnelles qui sont se poster, se mouvoir, faire usage de ses armes si nécessaire. Il y a plusieurs techniques qui permettent effectivement de naviguer pour un drone lorsqu'on est dans un environnement où on ne dispose pas d'un signal GPS. Des techniques qui sont fondées sur l'analyse de l'image en corrélation avec des cartes qui peuvent être stockées à l'intérieur du drone. Donc ça, c'est de l'intelligence artificielle puisque ça nécessite de reconnaître où l'on se situe par rapport à une image qui doit être replacée dans le contexte d'une carte. Imaginez un drone capable de se diriger seul dans une zone chaotique, de se repérer, d'ajuster sa trajectoire et son ergonomie en fonction de son environnement. À Zurich, en Suisse, Davide Scaramuzza travaille sur ce projet et développe des systèmes d'intelligence artificielle appliqués au domaine de la défense. Dans le cadre d'un programme de la DARPA, le célèbre laboratoire de recherche de la défense américaine, il a doté ses drones d'un cerveau. Je travaille depuis 2015 sur le Fast Lightweight Autonomy. C'est un programme de la DARPA qui développe des techniques basées sur la vision pour permettre à des mini-drones de voler très vite et sans GPS dans des environnements inconnus. Grâce au réseau neuronal artificiel, le robot apprend à opérer en se basant sur des exemples. Il faut donc au préalable rassembler toute une série d'exemples pour montrer au robot comment réagir dans des situations données. Par exemple, si on veut qu'un drone reconnaisse une porte, on va lui montrer beaucoup d'images. Plusieurs dizaines de milliers d'images, voire des millions, qui illustrent différents types de portes, avec des couleurs différentes, des aspects, des éclairages et des fonds différents, en intérieur comme en extérieur. Le réseau neuronal va ainsi extrapoler le concept de porte. Vous l'avez compris, cela s'inspire de la façon dont les enfants, mais aussi les adultes, apprennent de leurs expériences.
L'étape suivante pour notre algorithme consiste à faire comprendre au drone que quand il voit une porte, il doit passer cette porte. Le but est que, quelle que soit la position de celle-ci dans l'image, il trouve la trajectoire pour la traverser. L'une des applications sur le terrain serait de faire pénétrer des drones dans des bâtiments effondrés pour y secourir des victimes. Dans les villes où tout est devenu une cible pour les terroristes, certaines entreprises privées commencent à se doter de systèmes intelligents pour le contrôle des sites sensibles. En cas d'intrusion, des drones peuvent décoller à la moindre alarme pour surveiller et alerter. Appliqué au monde terroriste, ce qu'on peut concevoir, c'est des systèmes de surveillance robotisés qui contrôlent une zone et qui détectent des comportements anormaux, suspects, donc ce qu'on appelle des signaux faibles, mais par corrélation, ils voient un événement un peu particulier, un second, un troisième, ils en déduisent que la probabilité est forte que quelque chose se passe, et donc une action terroriste se prépare, et donc ils émettent l'alarme. À Philadelphie, des chercheurs de l'Université de Pennsylvanie sont les pionniers mondiaux pour les drones sans pilote au sol et participent eux aussi à des programmes financés par la DARPA. Ils vont encore plus loin dans l'autonomie de leurs robots et ont développé un système capable de cartographier des zones confinées en temps réel. On peut imaginer le scénario d'une prise d'otage ou bien celui d'un terroriste retranché dans un immeuble. Avec notre système, il est possible de désigner une zone de recherche où vous souhaitez envoyer le drone. Que ce soit en intérieur ou à l'extérieur, il ira alors explorer cette zone afin d'identifier la cible qui nous intéresse et nous indiquer sa position dans cet espace. Ce qu'on entend par système autonome, c'est qu'il est totalement autogéré et tout se fait à bord. Les calculs comme la détection. Notre logiciel a ceci de particulier qu'il permet aux robots autonomes, en l'occurrence des plateformes aériennes, de naviguer en toute sécurité dans des espaces qu'ils ne connaissent pas. Le véhicule détermine sa position et son orientation dans l'environnement qu'il découvre. Ces drones ne requièrent donc ni information préalable sur leur environnement, ni communication extérieure pour se diriger. Grâce à nos algorithmes, le robot est donc capable de voler sans qu'il n'y ait personne dans la boucle. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour que l'appareil exécute la mission. Une fois en mission, le robot cartographie les lieux en temps réel afin de déterminer quelle partie de l'espace est occupée et non occupée. Le drone est en mesure d'appréhender son environnement en fonction de ce qu'il voit, et ainsi de décider de la prochaine action à entreprendre. En mission, grâce à cette intelligence embarquée, le drone devient un prolongement des sens des forces d'intervention. Insensible aux toxiques, aux radiations, à la fumée ou à la pénombre, le quadricoptère peut s'aventurer dans une zone inaccessible à l'homme et en restituer une image.
Nous avons aussi la capacité de détecter des personnes, mais c'est encore une innovation très récente. Alors doit-on s'attendre à voir voler au-dessus de nos têtes des patrouilles robotisées qui veilleraient sur nous à longueur de journée? L'une des dernières tendances dans l'utilisation des drones consiste à les relier les uns aux autres pour qu'ils agissent en groupe. Les appareils forment un essaim et exécutent tous ensemble une mission commune. Cette tendance peut faire frémir pour le respect de notre vie privée. Mais pour les forces d'intervention et sur les terrains militaires, faire communiquer des robots entre eux ouvre pourtant des perspectives inédites. Je pense par exemple au projet Gremlins du Pentagone, où le but est d'aller larguer des milliers de robots permettant de déjouer la surveillance de l'adversaire, puisque ces défenses vont être saturées, de générer, le cas échéant, un brouillage électromagnétique et de pouvoir faire des actions coordonnées en essaim, puisque ces robots, eh bien, si vous en neutralisez un, les autres vont continuer la mission et vont s'adapter pour remplacer celui qui aura été neutralisé. Nous partons du principe que dans un essaim, si un drone vient à manquer, cela ne remet pas en cause la mission. Si deux drones passent l'un à côté de l'autre, ils peuvent échanger des informations pour le bien de la mission. L'une des applications à laquelle nous pensons, c'est la cartographie à grande échelle de zones non couvertes par le GPS. Chaque drone choisit une zone à couvrir et cartographier, puis ils échangent leurs informations sous forme de messages afin de fusionner chacune de leurs cartes individuelles en une carte globale cohérente. Au fur et à mesure, ils vont apprendre à mieux se coordonner, ils vont apprendre à générer de nouvelles tactiques et parfois des tactiques qui n'ont pas été programmées de manière explicite, ce qui d'ailleurs pose le problème de la validation du comportement des drones. C'est pour ça qu'on est très attentif à tout ce qui est comportement émergent en robotique et en système complexe pour éviter des phénomènes qu'on n'aurait pas prévus. On pourra ainsi imaginer des flottilles de drones dont chacun a une fonction particulière. Il y aura des drones de détection, il y aura des drones de neutralisation, des drones qui feront du leurre pour protéger l'ensemble. C'est ce qu'on appelle le combat collaboratif. Le travail collaboratif est le champ de recherche privilégié de Davide Scaramuzza. Il a mis au point un système pour mutualiser les compétences de différents robots. Dans l'un des programmes que nous avons créés, un drone collabore avec un robot terrestre. Imaginons que ce dernier se trouve dans un environnement avec une visibilité limitée, disons 1 mètre ou 2. Il peut déployer un drone qui, d'en haut, aura une meilleure vision de la zone en question. Dans le scénario que nous avons créé, la mission des robots va être de naviguer dans un environnement complexe et de fournir une trousse de premiers secours à une victime située dans cet environnement. Le drone commence par cartographier la zone dans son ensemble grâce à la vue aérienne dont il dispose. Il informe le robot terrestre des obstacles qu'il détecte et il cherche d'autres itinéraires possibles. Le robot terrestre choisit ou non de supprimer les obstacles en vue d'atteindre la cible. Le drone transmet les informations au robot en continu pour qu'il puisse s'adapter en temps réel et retirer les obstacles sur son chemin au fur et à mesure. Dans ce cas, le cerveau est en réalité le robot terrestre. Il agit comme un poste de commandement au sol.
Il est très intéressant d'avoir des robots qui sont autonomes et qui collaborent entre eux, et en particulier qui peuvent partager une situation et l'enrichir. Autrement dit, si je prends un exemple, dans une ville qui va être confrontée à une menace terroriste ou autre, il vaut mieux envoyer des robots qui vont permettre de prendre différentes vues de la situation tactique et qui vont permettre de consolider au niveau du commandement ces différentes vues pour avoir une vision globale de la situation. C'est ce qu'on appelle la bulle opérationnelle aéroterrestre, c'est-à-dire que vous envoyez des chars, des véhicules blindés, des sections d'assaut, mais qui vont communiquer avec des robots. Ces robots qui peuvent être terrestres ou qui peuvent être aériens vont éventuellement détecter, désigner des cibles et demander à un autre robot ou à une équipe humaine de les traiter et de les intercepter. De l'air à la terre, la multiplication des robots sur les terrains d'intervention permet de déporter sur ces derniers l'essence de l'homme. Et si les drones aériens sont une technologie phare pour la surveillance, des robots terrestres capables d'évoluer en milieu hostile sont une aide tout aussi précieuse pour épargner des vies. L'avantage du robot terrestre, c'est qu'ils sont au contact de l'unité, ils voient au plus près de l'unité, ils peuvent voir des choses que ne voient pas les robots aériens, sous les arbres ou dans des endroits un peu cachés, sous les routes. Parfois, des terroristes mettent des engins explosifs improvisés. Pour aller voir ce type d'engin, il faut envoyer un petit robot terrestre parce qu'on est sous une route, dans une buse ou autre, ce qu'un robot aérien ne pourrait pas faire. Sur les terrains militaires ou en plein cœur des villes, avec le terrorisme, le risque d'explosion de bombes n'a cessé d'augmenter ces dernières années. 58% des attentats dans le monde sont commis avec des explosifs. Les robots démineurs sont les premiers robots terrestres utilisés par les soldats pour éviter d'aller au-devant d'engins piégés qui auraient pu causer d'importants dégâts humains. Un robot dans un contexte opérationnel, c'est un robot qui va aider le combattant. Il va l'aider essentiellement pour les tâches qui sont pénibles, qui peuvent être dangereuses, ouvrir un itinéraire, mais aussi évacuer des blessés ou emmener des munitions. Depuis, les besoins ont encore évolué. Les robots ne sont plus seulement des outils, mais ils sont appelés à devenir des alliés pour flairer le danger tout en allégeant la charge physique des hommes. Un soldat équipé en opération extérieure, c'est minimum 40 kilos sur le dos, voire jusqu'à 60 kilos pour les spécialistes. C'est extrêmement éprouvant pour les organismes. Du coup, un robot qui vous aide à porter votre équipement, qui évolue dans un environnement hostile, inconnu, déstructuré, c'est une vraie solution. À Philadelphie, dans les laboratoires de Ghost Robotics, des ingénieurs collaborent avec l'armée américaine sur des prototypes de robots terrestres. Des robots quadrupèdes adaptés aux terrains hétérogènes, qui peuvent sauter et franchir toutes sortes d'obstacles. Les véhicules sur roues ont des avantages, mais ils nécessitent d'importants investissements pour les infrastructures et la construction de routes. Or, beaucoup de régions sont dépourvues de routes, ce qui complique l'utilisation des routes et des chenilles. Quand on a un terrain accidenté, des trottoirs ou des escaliers, il est préférable d'avoir des jambes pour franchir des obstacles ou les anticiper. C'est un problème d'un point de vue scientifique et technologique. Finalement, le milieu terrestre est le milieu le plus complexe. Il y a une problématique toute bête qui est une problématique de locomotion, puisque vous avez des terrains qui sont de différentes natures, qu'il s'agisse de boue, de craie, de rochers. Nous travaillons avec des experts en biomécanique depuis longtemps et nous avons constaté que dans la façon de courir d'un humain, d'un cheval et même d'un mille-pattes, on retrouve les mêmes mouvements de ressort qu'un bâton sauteur. «
La modélisation mathématique et les analyses nous ont enseigné que ce n'est pas un mouvement forcé, mais complètement naturel. La conception et le maniement du robot quadrupède sont très complexes, car il a beaucoup de degrés de liberté dans ses mouvements. Il a 12 actionneurs qu'il faut adapter en fonction du poids et qui doivent fournir la force nécessaire pour que le robot tienne debout et se déplace à une vitesse suffisante. On utilise un logiciel pour simplifier la plupart de ces problèmes mécaniques complexes et effectuer des contrôles précis nécessaires à l'équilibre et à la coordination des membres. Si pour une raison ou une autre, il bascule pendant son déplacement, il est capable de se rattraper et de continuer à marcher avec le corps à l'envers. Il peut se réorienter et poursuivre sa route. Le modèle quadrupède est aussi utile pour manipuler des objets. Il peut tenir debout sur 3 membres et utiliser le 4e pour éloigner quelque chose, ou bien appuyer sur un bouton d'ascenseur, par exemple. S'il est envoyé par des soldats dans un bâtiment inaccessible, il peut monter les escaliers, explorer la zone, fournir une carte et des données thermiques afin de connaître le nombre de personnes retranchées dans le bâtiment et leur position, ou encore signaler s'il y a des gaz ou d'autres dangers potentiels. L'imagination des chercheurs et des départements de défense n'a plus de limites et pousse parfois l'anthropomorphisme à l'extrême. Certains même imaginent envoyer des clones mécaniques de soldats aux avant-postes. Si on a le choix aujourd'hui, moi je préfère avoir un robot avec 6 pattes, dont 2 qui vont permettre de saisir des objets, plutôt qu'un robot humanoïde qui devra résoudre un problème d'équilibre, devra résoudre un problème de charge, sera plus encombrant potentiellement, aura en tout cas le même encombrement qu'un humain, alors que j'ai le choix dans toute la variété des conceptions mécaniques et électroniques qui sont accessibles aujourd'hui. Mais ces robots sont encore bruyants, massifs et parfois difficiles à transporter. La nouvelle étape serait donc de les rendre imperceptibles. Le RAID travaille déjà avec les industriels pour obtenir des robots une plus grande discrétion et une meilleure efficacité. On a demandé à nos robots de monter les marches, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Aujourd'hui, on demande à nos robots à la fois de monter les marches tout en conservant un minimum de discrétion. Donc il a fallu travailler sur le bruit, il a fallu travailler sur les roues, sur les chenilles. Et enfin, les derniers points, quel est l'intérêt de ce robot? C'est d'aller capter quelque chose. Et donc sur ces capteurs, quels qu'ils soient, ils sont en perpétuelle évolution et collent au plus près et au mieux à l'avancée technologique de l'industriel, de manière à apporter toujours un renseignement le plus précis et le plus fiable aux décideurs et à la bonne conduite de la colonne. Dans la lutte contre le terrorisme, la discrétion de ces robots est une rupture dans l'élaboration des tactiques d'intervention. Ne pas se faire repérer pour être le mieux renseigné possible et conserver la surprise de l'assaut dans les opérations de police ou militaires. L'armée française a expérimenté un drone aérien qui s'appelle le Black Hornet, qui est un tout petit hélicoptère qui tient dans une main, mais qui est capable de renseigner une escouade d'assaut à plusieurs centaines de mètres et à plusieurs centaines de mètres d'altitude. Le Black Hornet a déjà séduit les armées américaines et britanniques,
qu'ils l'ont utilisé en Afghanistan pour débusquer des tireurs isolés ou dénicher des explosifs. Devant sa redoutable efficacité opérationnelle, la section technique de l'armée de terre française s'en est à son tour emparée. L'intérêt du Black Hornet est sa faible empreinte logistique, sa facilité de mise en œuvre. Il est petit, il ne fait que quelques centimètres, il ne pèse que 30 grammes. Il a une autonomie de 25 minutes, il peut aller jusqu'à 2 km. Il est quasi inaudible, il a une capacité jour, une capacité nuit, et de ce fait est quasi indétectable. Le nanodrone a été déployé dans le cadre d'évaluation au sein de l'opération Barkhane pour aider les convois logistiques, notamment lorsqu'ils étaient à l'arrêt. Le convoi logistique, c'est un convoi qui permet d'acheminer de l'équipement, nourriture ou autre, d'un point A à un point B. Son système qui pèse 1,3 kg permet aux soldats de ne pas emporter encore des kilos supplémentaires sur son dos. Il est déjà suffisamment chargé avec ses équipements balistiques ou son sac à dos. Repérage de foule, reconnaissance, inspection ou surveillance. Le succès et la pertinence du Black Hornet pour le renseignement encouragent la défense à aller vers le toujours plus petit. La course à la miniaturisation est lancée grâce au biomimétisme. On peut imaginer que les insectes, des drones insectes, vont être utilisés pour rentrer discrètement et observer des terroristes potentiels, par exemple, dans une maison. Ce n'est pas complètement de la science-fiction. À l'Institut de recherche en micro et nanotechnologie de Valenciennes, Sébastien Grondel est à la tête du projet OVMI, objet volant mimant l'insecte. Avec son équipe de chercheurs, il souhaite mettre au point le plus petit robot volant au monde, avec comme ambition l'appliquer à l'antiterrorisme. Le but pour l'équipe, c'est de développer un objet qui soit de la taille d'un insecte et qui soit capable de voler. D'un point de vue des applications de type défense ou antiterrorisme, l'insecte, de par sa taille, de par donc, sa discrétion acoustique, s'il est utilisé finalement en essaim, il va avoir cette capacité à jouer le rôle d'espion, c'est-à-dire à rentrer dans une pièce sous la porte, soit à travers le trou de serrure, et une fois qu'il est entré, effectuer une cartographie, faire de la détection pour voir si justement il y a des êtres humains à l'intérieur de cette pièce, et retransmettre toutes les informations à un utilisateur extérieur. Le micro-robot, son avantage, c'est la discrétion. C'est qu'on ne le voit pas. Donc, on n'est pas repérable. Donc ça, c'est un gros plus pour le militaire. On rentre là dans une nouvelle ère qui est celle du renseignement ou de l'observation à une distance proche, mais de façon quasiment indétectable. Pour développer ce micro-robot, Sébastien Grondel est allé puiser directement son inspiration dans le micro-monde. L'insecte a un grand nombre d'avantages. Premier avantage, c'est qu'il est capable de faire du vol stationnaire. Deuxième avantage, il a une grande agilité. Troisième avantage, c'est qu'a priori, en termes de rendement énergétique pour pouvoir voler, c'est l'une des espèces les plus remarquables. Et enfin, ces insectes sont très robustes. Si vous avez une goutte d'eau qui tombe sur une aile d'insecte, il peut continuer à voler.
Donc nous, ça nous inspire par rapport à ce que l'on veut développer, notre insecte artificiel volant. Parce que si on était capable de reproduire ce qui existe dans la nature, à ce moment-là, on pourrait atteindre des performances qu'on n'a jamais atteintes jusqu'ici. Dans la nature, il existe une infinité de types d'ailes, une infinité de manières de voler. On va utiliser donc le grand mouvement des ailes des mouches. D'autre part, on va utiliser la rapidité de battement des ailes des moustiques. Et on choisit également de produire des ailes qui aient une grande flexibilité, à l'instar des papillons. L'aile est constituée d'une part de nervures et d'autre part d'une membrane. Donc on va avoir différents types de matériaux que l'on va déposer. Une fois qu'on a déposé et empilé ces couches, on va venir poser un masque qui aura la forme géométrique correspondant aux nervures et aux membranes. Et on va, par un procédé de révélation, pouvoir récupérer justement notre structure d'aile. La membrane affiche une épaisseur d'1 micron, soit 10 fois moins que celle d'un cheveu. Grâce à ce procédé de fabrication, Sébastien Grondel peut produire une mouche artificielle de 22 mg pour une envergure de 3 cm. La première étape était de fabriquer la structure. Donc la structure est fabriquée. La deuxième étape, elle concernait à pouvoir faire bouger les ailes. Donc ça, l'actionneur est fait et justement on est capable d'activer les ailes. La troisième étape, c'est de pouvoir reproduire la cinématique, c'est-à-dire le mouvement des ailes des insectes. Donc ça, on a aussi réussi à l'obtenir. Et la quatrième étape, c'est de créer justement de la portance pour permettre à l'insecte artificiel, à l'objet volant, de pouvoir décoller. À terme, on veut pouvoir ajouter dessus donc, tous les éléments nécessaires justement au contrôle de vol, à savoir le microprocesseur, les capteurs pour la communication, et on voudrait également rajouter une charge utile que l'on pourrait soulever, cette charge utile pouvant correspondre soit à un capteur de fumée, soit à une micro-caméra. Si le rêve de Sébastien Grondel est de faire décoller son insecte, d'autres chercheurs à travers le monde se lancent ces mêmes défis. À Harvard, aux États-Unis, une équipe a conçu le RoboBee de la taille d'une libellule ou bien encore un cafard qui peut grimper sur les murs et se faufiler sous les portes. La mouche qui vous observe, ce n'est pas une utopie, c'est l'avenir. Va-t-on alors partager nos espaces avec une armée d'insectes rampants, bondissants, volants, véritables espions miniatures, qui pourraient aller jusqu'à menacer notre vie privée ? Alors que les robots de toute taille sont aux avant-postes pour protéger les forces d'intervention et les aider dans des missions complexes, certains sont prêts à aller encore plus loin. Si on a un soldat avec un robot armé à sa droite et un autre robot armé à sa gauche, eh bien ça fait 3 soldats. Donc, armer un robot, ça pourrait être un avantage. En juillet 2016, à Dallas, aux États-Unis, la police a envoyé un robot démineur équipé d'une charge explosive pour neutraliser un tueur de masse retranché. Une première pour la police dans un environnement urbain. Utiliser un robot terrestre pour aller au contact et exécuter des cibles est déjà une réalité.
En Israël, à Tel Aviv, la société General Robotics met en scène dans un film les forces spéciales israéliennes surarmées, équipées de petits robots à chenilles. Ces robots armés, baptisés Dogo, ont été développés ici, sous la direction de Shahar Gal, à la tête de General Robotics. Dogo est un petit robot qui ne pèse que 10 kg. Il est conçu pour l'intervention armée en milieu clos. Sa petite taille l'autorise à manœuvrer à l'intérieur d'espaces exigus. Il est équipé de 8 caméras vidéo qui lui permettent d'évaluer la situation, mais aussi d'armes plus ou moins létales. Tout ça pour un poids de 10 kg. Nous allons répondre aux besoins des forces spéciales. On connaît très bien leurs besoins, car on se rencontre très souvent. Ils viennent ici, c'est un peu comme leur deuxième maison. Nous savons ce qu'ils veulent, nous savons ce dont ils ont besoin, et tout ce que nous voulons, c'est leur apporter des solutions. Le Dogo est extrêmement létal. Extrêmement létal, c'est le contraire de ce que la plupart des gens pensent. Vous pensez que la létalité, cela signifie beaucoup tirer, gros calibre. Cela veut dire beaucoup de balles qui fusent dans tous les sens. Mais c'est n'importe quoi. La létalité, c'est le contraire. C'est quand vous êtes rapide et précis et que vous n'atteignez que la cible. Il n'y a pas de dommages collatéraux. La technologie qui équipe ce robot garantit une très grande précision. Ce n'est pas comparable avec l'humain, car il est doté d'un système de stabilisation et d'absorption des chocs, ce qui lui permet d'améliorer nettement sa précision. Mais plus important encore, un robot ne connaît pas la pression. Il est dirigé par un opérateur qui est éloigné de la zone de combat et donc forcément plus détendu. Si ce dernier désigne une cible, le robot frappera au bon endroit. Le robot ne se trompe pas. Le robot ne tremble pas. Rien n'interfère avec votre décision. Si vous voulez viser la jambe, vous toucherez la jambe. On peut déterminer précisément l'emplacement du torse, ou encore des jambes, des bras et de la tête. Et on peut choisir une configuration du type « Je souhaite viser uniquement les membres ». Pas le torse, uniquement les membres. L'ordinateur empêchera alors tout tir de se déclencher au niveau du torse, ce qui peut sauver un grand nombre de vies. Un robot doit être armé, parce que s'il ne représente pas une menace, il ne sera pas pris au sérieux. Le terroriste saura qu'il peut s'en débarrasser d'un simple coup de pied ou en mettant une couverture dessus. C'est pour cette raison que nous avons équipé le Dogo d'un pointeur laser. Quand un individu a le laser pointé sur lui, il y réfléchit à 2 fois. Et généralement, il ne bouge plus. Et c'est exactement l'objectif que l'on recherche. Le plus important, c'est de l'obliger à changer de plan, de lui imposer une autre option. Ce n'est plus lui qui décide, c'est nous. Le problème du robot armé, utilisé par les forces de sécurité intérieure, est un vrai problème. Pour police et gendarmerie, quand ils interviennent, c'est pour faire une arrestation et remettre l'individu à la justice. Même si ce n'est pas tout le temps faisable, et on l'a vu ces derniers temps, en tout cas pour neutraliser au contact des individus de ce type-là. Il faut respecter les règles de la légitime défense et respecter les règles légales qui s'appliquent aux forces de police et de gendarmerie. Un robot armé ne respecte pas ces règles-là. Et si quelqu'un tire sur le robot, il n'y a pas de légitime défense. La légitime défense, c'est quand la vie de quelqu'un est menacée. La vie d'un robot, c'est de la ferraille, en fait, en réalité. Donc c'est difficile.
Pourtant, les concepteurs se veulent rassurants. Selon eux, ces robots doivent rester un outil sous contrôle humain. Il y a une distinction à faire entre le robot automatique et le robot autonome. Le robot qui est automatique, comme un système d'armes automatique, on appuie sur un bouton et on déclenche. L'autonomie, la plus grande autonomie, c'est un robot qui est livré à lui-même, où il n'y a plus l'homme dans la boucle. Et le problème est bien là. Les robots deviennent de véritables armes qui peuvent l'emporter contre les terroristes. En étant plus mobiles, précis, autonomes, une question se pose. La volonté d'épargner les hommes va-t-elle nous conduire à donner le pouvoir de tuer à des machines ? La Corée du Sud s'est déjà équipée à ses frontières avec son voisin du Nord d'un robot tueur qui s'active à distance et tire de lui-même sans la moindre supervision humaine sur toute personne ou véhicule qui s'approche. Alors l'idée que des robots prennent seuls l'initiative de tuer sur des théâtres d'opération inquiète au plus haut point et divise la communauté internationale. On a deux exemples à mettre dans la balance. On a d'un côté le combattant humain, donc, qui est sur le terrain, qui va faire des choix. Et un combattant qui est fatigué va peut-être avoir plus de mal à respecter le droit international humanitaire. Donc du coup, on se dit peut-être qu'un robot qui n'est pas stressé, qui ne dort pas, qui ne pense pas, mais finalement ce sont des algorithmes qui se mettent en place et qui vont calculer, serait peut-être plus respectueux et donc par ces procédures-là, faire de meilleurs choix que l'être humain. Une machine peut être effectivement plus précise et peut épargner des civils. Mais pour moi, ce n'est pas important. Si on donne autorité à un robot de décider de tuer ou d'épargner telle ou telle personne, c'est injuste. Une cible humaine ne peut pas implorer une machine, car une machine ne connaît pas la pitié, ni l'empathie ou l'altruisme, ni aucun autre sentiment qui caractérise notre humanité. Or, avec les progrès de l'intelligence artificielle, certains imaginent même qu'on puisse humaniser ces robots, qu'on puisse les doter de discernement et de morale pour qu'ils se comportent comme des soldats. Un robot tueur, même extrêmement sophistiqué, on va dire que c'est le plus sophistiqué du monde, qui dispose d'une intelligence artificielle qui est le maximum de ce qu'on peut faire et qui peut tuer quelqu'un. Alors là, se pose un problème très simple sur le papier, c'est que vous avez une machine qui va tuer une personne et qui va décider de la tuer. Ça veut dire que l'être humain, la cible, va être reléguée au rang de la machine. Est-ce qu'on contrôle toujours l'intelligence artificielle? Et à partir du moment où la machine apprend d'elle-même, est-ce que l'homme est toujours dans la boucle? Est-ce que finalement, ça ne va pas nous échapper? Alors que la communauté scientifique et de nombreux pays appellent à l'interdiction de ces armes létales autonomes, espérons que l'homme, même confronté à des situations extrêmes, gardera toujours sa supériorité sur les machines. Tant que le combattant sur le terrain n'aura pas confiance en un robot armé à côté de lui, eh bien l'homme restera toujours dans la boucle. Et je crois que c'est finalement aujourd'hui cette confiance qui va empêcher qu'on ait une explosion des robots tueurs. On pourra gagner une bataille grâce à la technologie, et notamment grâce aux robots. Mais on ne gagnera pas la guerre avec des machines. Il faut que l'homme soit présent sur le terrain. En conclusion, la guerre, si terrible qu'elle soit, doit rester profondément humaine.